Le lendemain, vers midi, la belle Aquilina se leva, bâillant, fatiguée, et les joues marbrées par les empreintes du tabouret en velours peint sur lequel sa tête avait reposé. Euphrasie, réveillée par le mouvement de sa compagne, se dressa tout à coup en jetant un cri rauque. Sa jolie figure, si blanche, si fraîche, la veille, était jaune et pâle comme celle d'une fille allant à l'hôpital. Insensiblement, les convives se remuèrent en poussant des gémissements sinistres, en trouvant leurs jambes et leurs bras raidis et 1000 fatigues diverses à leur réveil. Un valet vint ouvrir les persiennes et les fenêtres des salons. Alors, l'assemblée se trouva bientôt tout entière sur pied et rappelée à la vie par les chauds rayons du soleil qui semblaient avoir l'éclat d'une trompette en pétillant sur les têtes des dormeurs. Ayant brisé par les mouvements du sommeil l'élégant édifice de leur coiffure ou fripé leur toilette, les femmes, frappées par l'éclat du jour, présentaient un hideux spectacle. Toutes les bouches naguère délicieuses et rouges, maintenant sèches et blanches, portaient les honteux stigmates de l'ivresse. Les hommes reniaient leur maîtresse nocturne à les voir ainsi décolorées, cadavéreuses comme des fleurs écrasées dans une rue après le passage d'une procession. Mais ces hommes dédaigneux étaient plus horribles encore. Vous eussiez frémi de voir ces faces humaines, aux yeux caves et cernés, qui semblaient ne rien voir, engourdis par le vin, hébétés par un sommeil gêné, plutôt fatigant que réparateur. Ce réveil du vice sans vêtements et sans phare, ce squelette du mal, tout déguenillé, froid, vide et privé des sophismes de l'esprit ou des enchantements du luxe, épouvanta ces intrépides athlètes, tout habitués qu'ils fussent à lutter avec la débauche. Artistes et courtisanes gardèrent le silence, examinant d'un œil hagard le désordre de l'appartement où tout avait été dévasté, ravagé par le feu des passions. En ce moment, Émile, frais et rose, comme le plus joli des commis marchands d'une boutique en vogue, apparut en riant. « Vous êtes plus laid que des roquors !» s'écria-t-il. « Vous ne pourrez rien faire aujourd'hui. La journée est perdue, mais avis de déjeuner. » À ces mots, le banquier sortit pour donner des ordres. Les femmes allèrent, languissamment, et rétablir le désordre de leur toilette devant les glaces. Chacun se secoua. Quelques valets habiles et lestes remirent promptement les meubles et chaque chose en place. Un déjeuner splendide fut servi. Au moment où cette intrépide assemblée borda la table du capitaliste, le notaire, qui, la veille, avait disparu prudemment après le dîner, montra sa figure officieuse sur laquelle errait un doux sourire. « Oh oh, nous allons déjeuner par-devant notaire !» s'écria le vaudevilliste. « Oh oh, ah ah ah, un instant !» répliqua le notaire, assourdi par un chœur de mauvaises plaisanteries. « Je viens ici pour affaires sérieuses. J'apporte 6 millions à l'un de vous. » Silence profond. « Monsieur !» dit-il en s'adressant à Raphaël, qui, dans ce moment, s'occupait, sans cérémonie, à s'essuyer les yeux avec un coin de sa serviette. « Madame votre mère n'est-elle pas une demoiselle O'Flaherty ?»« Oui, » répondit Raphaël assez machinalement. « Barbe Marine Charlotte, née à Tours. »« Avez-vous ici, » reprit le notaire, « votre acte de naissance et celui de Madame de Valentin ?»« Je le crois. »« Eh bien, monsieur, vous êtes seul et unique héritier du major Martin O'Flaherty, décédé en août 1828 à Calcutta. Le major ayant disposé, par son testament, de plusieurs sommes en faveur de quelques établissements publics, sa succession a été réclamée à la Compagnie des Indes par le gouvernement français. Or, elle est en ce moment claire, palpable, liquide, et depuis 15 jours, je cherchais infructueusement les ayants cause de la demoiselle Barbe Marie-Charlotte O'Flaherty, lorsque, hier, à table... » En ce moment, Raphaël se leva, soudain, laissant échapper le mouvement brusque d'un homme qui reçoit une blessure. Il y eut comme une acclamation silencieuse, car le premier sentiment des convives fut une sourde et cruelle envie. Tous les yeux se tournèrent vers lui comme autant de flammes. Puis, un murmure, semblable à celui d'un parterre qui se courrouce, une rumeur commença, grossit, et chacun dit un mot pour saluer cette fortune immense apportée par le notaire.
Rendu à toute sa raison par la brusque obéissance du sort, Raphaël étendit promptement sur la table la serviette avec laquelle il avait naguère mesuré la peau de chagrin. Sans rien écouter, il y superposa le talisman et frissonna violemment en voyant une assez grande distance entre le contour tracé sur le linge et celui de la peau. « Eh bien, qu'a-t-il donc » s'écria le banquier. « Soutiens-le, Châtillon » dit un peintre à Émile. « La joie va le tuer !» Une horrible pâleur dessina tous les muscles de la figure flétrie de cet héritier. Ses traits se contractèrent, les saillies de son visage blanchirent, les creux en devinrent sombres, le masque livide et les yeux fixes. Il voyait la mort. Comme un voyageur au milieu du désert, il avait un peu d'eau pour sa soif et mesurait sa vie au nombre des gorgées. Il voyait clairement ce que chaque désir devait lui coûter de jours. Puis, il croyait à la peau de chagrin. « Ah ah, Raphaël, vous allez bien vous amuser ? Que me donnerez-vous » disait Aquilina. « Buvons à la mort de son oncle, le major Martino Flarty. Il sera pair de France. Auras-tu ta loge au bouffon ? J'espère que vous nous régalerez tous !» Le hurrah de cette assemblée rieuse résonnait à ses oreilles sans qu'il pût saisir le sens d'un seul mot. « Messieurs, buvons à la puissance de l'or. Monsieur de Valentin, devenu 6 fois millionnaire, arrive au pouvoir. Il est roi. Il peut tout. Il est au-dessus de tout, comme tous les riches. Il n'obéira pas aux lois. Les lois lui obéiront. Il n'y a pas d'échafaud, pas de bourreau pour les millionnaires. » « Oui, » répliqua Raphaël, « car ils sont eux-mêmes leurs bourreaux. »« Oh oh !» cria le banquier. « Buvons !»« Buvons !» répéta Raphaël en mettant le talisman dans sa poche. « Que fais-tu là ?» dit Émile en lui arrêtant la main. « Messieurs !» ajouta-t-il en s'adressant à l'assemblée, assez surprise des manières de Raphaël. « Apprenez que notre ami de Valentin, que dis-je, le marquis de Valentin, possède un secret pour faire fortune. Ses souhaits sont accomplis au moment même où il les forme. Or, à moins de passer pour un ladre, pour un homme sans cœur, il va nous enrichir tous. »« Ah, Raphaël, je veux une parure de perles !» s'écria Euphrasie. « S'il est reconnaissant, il me donnera voiture et des beaux chevaux qui aillent vite, » dit Aquilina. « Souhaitez-moi 100 000 livres de rente, des cachemires, payez mes dettes, envoyez d'apoplexie à mon oncle, le grand sec, il devrait bien me guérir de la goutte. » Toutes ces phrases partirent comme les gerbes du bouquet qui termine un feu d'artifice, et ces furieux désirs étaient peut-être plus sérieux que plaisants. « Mon cher ami, dit Émile d'un air grave, je me contenterai de 200 000 francs de rente. Allons, exécute-toi de bonne grâce, allons, Émile, dit Raphaël. Tu ne sais donc pas à quel prix ? Belle excuse, s'écria le poète. Ne devons-nous pas nous sacrifier pour nos amis ? Alors j'ai presque envie de souhaiter votre mort à tous, répondit Valentin en jetant un regard sombre et profond sur les convives. Eh bien, je ne te donne pas 2 mois pour devenir fangeusement égoïste. Tu es déjà stupide, tu ne comprends pas une plaisanterie, et il ne te manque plus que de croire à ta peau de chagrin. Raphaël, craignant les moqueries de cette assemblée, garda le silence, mais il but outre mesure et s'enivra pour oublier un moment sa funeste puissance. Fin de la 2e partie.